L'amour de lycée de ma femme est revenu en ville millionnaire. Elle m'a immédiatement dit, je pense qu'on s'est marié trop jeune. J'ai signé les papiers du divorce sans faire d'histoire. 6 mois plus tard, son ex a été arrêté pour escroquerie et elle m'appelle en suppliant pour obtenir de l'aide. Voici l'histoire originale. Moi, Thomas, 35 ans, j'étais marié depuis 8 ans. Je pensais que notre couple était solide. Nous nous sommes rencontrés à la fac, nous nous sommes mariés à 27 ans et avons acheté un pavillon modeste en banlieue. Nous avions tous les deux des emplois corrects. Rien d'extravagant, mais confortable. Nous prévoyions de commencer à essayer d'avoir des enfants l'année prochaine. Il y a 3 mois, son amour de jeunesse, Maxime, a débarqué de nouveau en ville. Elle l'a mentionné avec désinvolture au début, « Oh, mon ex du lycée vient de revenir. Il paraît qu'il a très bien réussi. » Ensuite, c'était un café pour prendre des nouvelles. Puis c'est devenu, il m'emmène déjeuner juste en tant qu'ami, évidemment. Puis des dîners. Elle a commencé à s'habiller différemment. Un meilleur parfum. De nouveaux vêtements que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas idiot. Je savais qu'il se passait quelque chose. Mais voilà le truc, je n'ai pas paniqué. J'ai juste observé. Il y a 2 semaines, elle est rentrée d'un autre dîner amical et m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Celle que j'avais rénovée moi-même l'année dernière, passant mes week-ends à décaper le vieux vernis et à appliquer une nouvelle teinture. Ce détail aura son importance plus tard. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. L'entrée en matière classique. J'ai posé mon téléphone et lui ai accordé toute mon attention. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle poursuivi, à nous, à notre mariage. Et je pense qu'on s'est marié trop jeune. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. On avait 27 ans. On n'avait pas assez vécu. On ne savait pas encore vraiment qui on était. Et maintenant j'ai 35 ans et je réalise que je suis passé à côté de tant de choses. J'ai dit, d'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord? C'est tout? Si c'est ce que tu ressens, alors d'accord. Elle semblait déstabilisée, comme si elle s'attendait à ce que je me batte contre sa décision. Je pense qu'on devrait se séparer, peut-être divorcer. J'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de ce mariage. J'ai demandé, c'est à propos de ton ex du lycée? Son visage a rougi. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de moi, de nous. On n'est plus en phase. J'ai répondu, cool. J'appelle un avocat demain. Elle avait l'air sincèrement choquée. Tu ne vas même pas essayer de sauver ça? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu es assise là à me dire que tu ne veux plus être mariée. Tu sors avec un autre mec depuis des semaines. Qu'est-ce que je suis censé sauver exactement? Elle a répondu, je pensais juste que tu tenais plus à nous. J'ai dit, je tiens assez à nous pour ne pas faire traîner les choses. Tu veux partir, tu es libre. C'est simple. Elle s'est alors mise sur la défensive, tu es incroyablement froid à ce sujet. Tu veux que je pleure et que je supplie? Ça n'arrivera pas. Tu as fait ton choix. Je le respecte. Cette conversation a eu lieu un mercredi. Le vendredi, j'avais contacté 3 avocats spécialisés en divorce et j'en avais choisi un. Un pote qui est passé par là m'a recommandé un type pragmatique qui ne fait pas traîner les choses inutilement. On a déposé un divorce par consentement mutuel. On a accepté de tout partager à 50-50e pour que ça aille vite. Elle a déménagé 2 semaines plus tard. Elle est allée vivre chez ses parents le temps de trouver ses marques. Ouais, c'est ça. J'ai vu sa story Instagram dans un restaurant chic ce week-end-là. La montre de luxe de son ex était visible sur la photo où il tenait des coupes de champagne. Le divorce a été rapide car aucun de nous ne l'a contesté. La maison a été mise en vente. On a divisé notre compte épargne en 2. Elle a gardé sa voiture, j'ai gardé la mienne. Pas d'enfants, pas d'animaux, juste des biens à diviser. J'ai gardé une chose, cependant, cette table de cuisine que j'avais rénovée. Elle n'en voulait pas de toute façon. Elle disait que c'était trop rustique pour sa nouvelle esthétique. J'ai aussi gardé tous mes outils de menuiserie et mes projets dans le garage. Elle appelait ça des bricoles inutiles. 1 mois après son départ, j'ai vu son statut Facebook changer pour en couple, identifiant son ex, Maxime. Les commentaires étaient remplis de ses amis les félicitant, disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils avaient enfin retrouvé leur chemin.
Son ancienne belle-mère, ma belle-mère donc, m'a appelé. Tu ne vas vraiment pas te battre pour elle? J'ai répondu, elle ne veut pas qu'on se batte pour elle. Elle veut être avec lui. Je la laisse faire. Elle a insisté, tu abandonnes trop facilement. J'ai dit, ou alors je respecte sa décision comme un adulte. Sa mère a soufflé et a raccroché. Le divorce a été finalisé il y a 6 semaines. Nous avons chacun récupéré environ 75 000 € de la vente de la maison après avoir remboursé le prêt et les frais d'agence. On a partagé les meubles sur lesquels on n'était pas d'accord par SMS. Elle a pris le salon, j'ai pris les meubles de la chambre et mes affaires d'atelier. J'ai emménagé dans un petit appartement étroit plus proche de mon travail. J'ai passé un week-end à installer mon coin menuiserie sur la terrasse couverte. J'ai commencé à prendre quelques commandes de meubles sur mesure via les réseaux sociaux. Il s'avère que les gens adorent le fait main. La vie était calme, pas mauvaise, juste différente. Et puis hier est arrivé. Mise à jour 2 mois après le divorce. Les choses sont devenues intéressantes. Mon ex-femme, appelons-la Camille, vit sa meilleure vie sur les réseaux sociaux. Chaque publication concerne son incroyable petit ami, leur rendez-vous fantastique, leur train de vie luxueux. Elle est passée de notre existence banlieusarde modeste à des photos de sacs à main de créateurs et de week-ends dans des relais et châteaux. Son ex conduit une Tesla, porte des costumes sur mesure, l'emmène dans des endroits où un seul repas coûte plus cher que ce qu'on dépensait en courses en un mois. Elle a posté sur le fait qu'il est un self-made man qui a bâti sa fortune grâce à des investissements intelligents et des entreprises prospères. Pendant ce temps, je suis là à manger des restes de pizza et à construire une bibliothèque pour mon voisin. Ses amis ont été brutales sur les réseaux. J'ai vu des commentaires du genre « Tu as l'air tellement plus heureuse maintenant et c'est ce que tu mérites ». Une de ses cousines a littéralement commenté « Enfin avec quelqu'un qui peut t'offrir la vie que tu aurais dû avoir ». Peu importe. Je l'ai masqué partout mais je ne l'ai pas bloqué. Bloquer donnait l'impression que ça me touchait trop. Ma vie s'est en fait améliorée de façon étrange. J'ai commencé à aller dans un atelier collaboratif de menuiserie 2 fois par semaine. J'ai rencontré des gens sympas. Un type m'apprend des techniques d'assemblage avancées. Une femme là-bas m'a présenté sa sœur célibataire la semaine dernière, mais je ne suis pas encore prêt pour ça. Je me concentre juste sur moi. J'ai accepté une grosse commande, une table à manger sur mesure pour un client qui a vu mon travail en ligne. 2200 € pour les matériaux et la main-d'œuvre. J'y ai passé 3 semaines, soir et week-end. La satisfaction de créer quelque chose de mes mains vaut mieux que de faire défiler les réseaux sociaux en regardant mon ex prétendre que sa vie est parfaite. Mais c'est là que les choses sont devenues bizarres. Sa mère m'a appelé il y a 2 semaines. Ça m'a pris au dépourvu car on ne s'était pas parlé depuis ce premier appel. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. Elle semblait réellement inquiète. « Je vais bien. Je m'occupe. » Elle a répondu, « C'est bien. » C'est vraiment bien. Pause. Tu as parlé à Camille? Non. Pourquoi je ferais ça? Elle semble différente ces derniers temps. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Différente comment? Juste stressée. Elle dit que tout va bien, mais je vois bien qu'elle est inquiète pour quelque chose. J'ai dit, eh bien, elle a son petit ami qui réussit. Je suis sûr qu'ils vont régler ça. Sa mère a soupiré, je sais que tu penses que j'ai pris son parti dans tout ça. Vous avez pris son parti. Je soutenais ma fille. Mais entre toi et moi, je n'ai jamais aimé ce garçon qu'elle fréquentait au lycée. Il y a toujours eu quelque chose de louche chez lui. Timing intéressant pour cette révélation. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Je sais. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu étais un bon mari. J'espère que tu le sais. L'appel s'est terminé et je suis retourné poncer un pied de chaise. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à il y a 3 jours. J'étais chez Castorama pour acheter de la teinture quand je suis tombé sur un des anciens associés de son ex. Je le sais parce qu'il m'a vu, a fait une double prise et s'est approché. « Tu es l'ex-mari de Camille, c'est ça ?» Il a demandé. « Ouais. » Il a dit, « Mec, tu l'as échappé belle. » Il s'avère que les affaires du petit ami étaient plus que douteuses. Ce type s'était associé avec lui sur un projet immobilier qui a mal tourné. Il a dit qu'il avait à peine récupéré sa mise de départ et que toute l'opération semblait à la limite de la légalité. « Je ne peux rien prouver, a-t-il dit, mais je parie ce que tu veux qu'il dirige une sorte d'arnaque.
Tout n'est que de la poudre aux yeux, les voitures, les vêtements, le style de vie. C'est du levier au maximum. Le mec est probablement noyé sous les dettes, mais il fait bonne figure. Je l'ai remercié pour l'info et je suis parti. Je ne savais pas quoi en faire. Pas mon cirque, pas mes singes, comme on dit. J'ai fini ma table de commande. Le client a adoré. J'ai posté des photos de la pièce finie et j'ai eu 3 autres demandes. Apparemment, il y a de l'argent à se faire dans le mobilier sur mesure si on est doué. La vie était plutôt pas mal. Paisible. Et puis hier matin, mon téléphone a sonné à 6h45. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, c'est moi. La voix de mon ex-femme tremblait. Pourquoi tu appelles d'un numéro au hasard? Ma ligne a été coupée. J'utilise le téléphone d'une amie. Mauvais signe. Ok. On peut se voir? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. On est divorcés, Camille. On n'a rien à se dire. S'il te plaît, c'est urgent. Juste un café. 1 heure. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. La curiosité, peut-être. Ou la stupidité. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie près de chez ses parents. Elle avait l'air mal en point, pas coiffée comme d'habitude, pas de maquillage, portant un jean et un sweat à capuche au lieu des fringues de créateur de son Instagram. Elle a commandé un café, n'y a pas touché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. J'ai fait une erreur. Évidemment. Ok. Avec lui, avec le divorce, avec tout. J'ai bu une gorgée de mon café. J'ai attendu. Il n'est pas qui je croyais. Les affaires, l'argent, ce n'est pas réel. La plupart est emprunté ou, je ne sais pas. C'est compliqué. Alors pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai besoin d'aide. Et voilà, on y était. Je lui ai donné 50 000 €, a-t-elle dit doucement. J'ai failli recracher mon café. Tu as fait quoi? Ma part de la vente de la maison. Il a dit qu'il avait cette opportunité d'investissement incroyable. Rendement garanti. Je doublerai mon argent en 6 mois. Tu as donné 50 000 € à ton ex du lycée sur la base de quoi, exactement? Il m'a montré des papiers. Ça avait l'air légitime. Il fait ça depuis des années. Il sait ce qu'il fait. Apparemment non. Ses mains tremblaient. Je ne peux pas les récupérer. Il continue de dire que c'est bloqué dans l'investissement. Que ça va bientôt arriver à maturité. Qu'il faut juste être patiente. Mais ça fait 2 mois et j'ai besoin de cet argent. Il ne me reste que 35 € et le loyer me tue. Quel loyer? Je pensais que tu vivais avec lui. Elle a baissé les yeux. C'était le cas, mais on s'est disputé à propos de l'argent et j'ai déménagé, j'ai pris mon propre appart parce que je ne voulais pas avoir l'air désespéré. L'ironie était incroyable. Donc, tu as dépensé l'argent du divorce dans un appartement chic et un mauvais investissement, et maintenant tu es fauché. Je ne suis pas fauché. J'ai juste besoin de récupérer une partie de cet argent pour couvrir les frais jusqu'à ma prochaine paie. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu m'as appelé. Je pensais que peut-être tu pourrais lui parler. D'homme à homme. Lui expliquer que j'ai vraiment besoin de récupérer cet argent. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu veux que je t'aide à récupérer l'argent que tu as investi avec ton petit ami pour qui tu m'as quitté? Ce n'est plus mon petit ami. On a rompu. Toujours pas mon problème. Tu as toujours été doué pour parler aux gens. Raisonnable. Il pourrait t'écouter. Non. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Voici une idée, prends un avocat. S'il a pris ton argent sous de faux prétextes, c'est de la fraude. Je ne peux pas me payer un avocat en ce moment. Alors je suppose que tu as appris une leçon coûteuse sur le fait de donner de grosses sommes d'argent à des amours de jeunesse qui affichent des montres de luxe. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas des larmes de manipulation. Je pouvais faire la différence. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je te demande de l'aider. Et je dis non. Je ne me mêle pas du bordel que tu as créé avec lui. Je me suis levé, j'ai posé un billet de 20 € sur la table pour nos 2 cafés. Oublie ce numéro, ai-je dit. C'est fini. Je l'ai laissé assise là. Mise à jour 2,
3 semaines plus tard, les choses ont dégénéré d'une manière que je n'avais pas vu venir. Après la rencontre à la brasserie, elle m'a appelé 6 fois de plus depuis des numéros différents. J'ai décroché les 2 premières fois, lui ai dit d'arrêter d'appeler, puis j'ai commencé à ignorer. Finalement, j'ai envoyé un SMS, « Contacte-moi encore une fois et je porte plainte pour harcèlement ». Ça m'a acheté une semaine de silence. Puis sa mère a rappelé. Elle a des ennuis, a dit sa mère sans préambule. De vrais ennuis. Pas mon cirque. Elle a perdu 50 000 € à cause de cette ordure. Elle te l'a dit? Ouais. Je lui ai aussi dit que ce n'était pas mon problème. C'est ta femme. Ex-femme. Très, très ex. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Bien sûr. Et les gens font face aux conséquences. Elle a choisi de quitter notre mariage pour ce type. Elle a choisi d'investir son argent avec lui. Elle a tout choisi. Je choisis de ne pas m'en mêler. Tu es cruel. J'ai des limites. Il y a une différence. Sa mère a essayé de me faire culpabiliser pendant 10 minutes de plus avant que je ne raccroche. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook de la meilleure amie de mon ex. On s'entendait bien pendant le mariage, mais je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis le divorce. Et, je sais que tu ne veux probablement entendre parler de personne de son entourage, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe vraiment. Contre mon meilleur jugement, j'ai continué à lire. Il s'avère que c'est pire que ce que mon ex a laissé entendre. Elle n'a pas seulement investi 50 000 € avec son copain. Elle s'est aussi portée co-signataire pour un leasing de voiture de luxe pour lui, 800 € par mois, l'a mis sur ses cartes de crédit en tant qu'utilisateur autorisé. Il a accumulé 15 000 € de dettes et elle lui a prêté 10 000 € de plus en liquide pour des frais professionnels. Dommages totaux, environ 75 000 € plus la dette de carte de crédit en cours. Son ex a apparemment fait le même coup à 2 autres femmes l'année dernière. Promesse de retour sur investissement, style de vie luxueux, puis il disparaît quand les choses se corsent. Il était déjà passé à une fille de 23 ans rencontrée à la salle de sport. Elle est complètement détruite financièrement, a écrit son ami. Elle a dû retourner vivre chez ses parents, elle peut à peine faire les paiements minimums sur les cartes de crédit. Elle est trop fière pour déposer un dossier de surendettement, mais c'est là qu'elle se dirige. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste rien. Merci de m'avoir prévenu, ai-je répondu. Mais je ne peux pas aider. Elle ne te demande pas de réparer ça. Elle a juste besoin de parler à quelqu'un qui comprend les finances. Tu as toujours été doué avec l'argent. Je suis doué avec l'argent parce que je n'investis pas mes économies avec des escrocs. Son amie est restée silencieuse après ça. Le week-end est arrivé et j'avais prévu d'installer des étagères sur mesure dans mon appartement. J'avais acheté du bel érable. J'avais tout dessiné. Un travail thérapeutique. Dimanche après-midi, on sonne à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. Mon ex-femme avec son père. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Il faut qu'on parle, a dit son père. Il avait toujours été le plus raisonnable de la famille. À propos de l'aider à réparer ce gâchis? Non. Écoute-moi. Je ne te demande pas de lui donner de l'argent. Je te demande de venir avec moi parler à ce type. Le convaincre de rendre au moins une partie de ce qu'elle lui a donné. Pourquoi m'écouterait-il? Parce que tu es calme, logique. Tu peux expliquer que ce qu'il a fait était mal sans que ça devienne émotionnel. J'ai failli fermer la porte. Failli. Qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé. Son père avait l'air surpris. Tu aiderais quelqu'un à qui tu tenais. Tenais. Au passé. Elle a été très claire sur le fait que c'était fini. Mon ex s'est avancé. Je te paierai 1 000 € si tu m'aides à récupérer de l'argent. Tu viens de me dire que tu es fauché. Mon père te paiera. Son père lui a lancé un regard mais n'a pas nié. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous voulez me payer 1 000 € pour vous aider à récupérer l'argent que tu as investi avec le mec pour qui tu m'as quitté? Parce que tu ne peux pas te payer un avocat pour faire ça correctement? Oui. Le culot était impressionnant. Voici ma contre-offre, non. Son père a essayé de négocier. Et si on faisait 2 000 €? Et si vous respectiez mes limites et que vous partiez? Tu sais quoi? Je me suis trompé sur toi, a craqué mon ex.
Je pensais que tu étais une bonne personne, mais tu es juste vindicatif et mesquin. Tu prends plaisir à me voir souffrir. Je ne te regarde rien faire du tout. Je vis ma vie. Tu continues de t'immiscer dedans. Je t'ai demandé une chose. Juste aide-moi à lui parler. Et j'ai dit non plusieurs fois. De plusieurs façons. Combien de façons différentes il me faut pour le dire? Son père a posé sa main sur son épaule. Viens, ça ne marche pas. Ils sont partis. Elle pleurait encore. Son père avait l'air fatigué. Je suis retourné à mon projet d'étagère. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Ses amis, ses cousins, ses collègues, disant tous fondamentalement la même chose. Comment peux-tu être si sans cœur? Elle a besoin d'aide et tu es juste rancunier. Tu devais vraiment la détester pour agir comme ça. J'ai bloqué chaque numéro et désactivé les notifications de messages des inconnus. Puis hier est arrivé. J'étais à l'atelier collaboratif en train d'aider un nouveau à utiliser une défonceuse quand mon téléphone a commencé à vibrer. Mon frère. Je suis sorti pour répondre. Mec, tu regardes les infos? Non. Pourquoi? Mets la chaîne locale tout de suite. J'ai ouvert le site des infos locales sur mon téléphone. À la une, un homme d'affaires local arrêté pour une escroquerie financière. Il y avait une photo de l'ex de ma femme menottée. Selon l'article, il dirigeait une pyramide de Ponzi depuis 2 ans. Il a pris de l'argent à au moins 15 personnes. Il promettait des rendements élevés sur des investissements immobiliers qui n'existaient pas. Estimation totale de la fraude, plus de 800 000 euros. Une de ses victimes l'avait finalement signalé à la police. Ils enquêtaient depuis 3 mois. Ils l'ont arrêté dans son appartement de luxe ce matin-là. L'appartement était loué, d'ailleurs. La Tesla était en leasing. Tout n'était que poudre aux yeux, exactement comme son ancien associé m'avait prévenu. Je me suis assis dans ma camionnette sur le parking, lisant l'article 2 fois. Mon téléphone a sonné. Sa mère. J'ai répondu. Tu as vu, a-t-elle demandé. Ouais. Elle lui a donné 75 000 euros. La police dit qu'elle récupérera peut-être 30 centimes pour chaque euro une fois qu'ils auront liquidé ses biens et distribué aux victimes. C'est moins de 25 000 euros. C'est dur. C'est tout ce que tu as à dire? C'est dur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je vais l'aider? Que je vais faire quelque chose? Comme quoi? Le type est arrêté. La justice s'en occupe. Je ne peux rien faire. Tu pourrais l'aider financièrement pendant qu'elle se remet de ça. Et voilà. La vraie demande. Non. Elle va tout perdre. Elle ne peut pas payer ses cartes de crédit. Son dossier bancaire est fichu. Elle devra peut-être se déclarer en faillite personnelle. Ce sont les conséquences de ses choix. Tu vas vraiment la regarder toucher le fond et ne rien faire? Je ne regarde rien. Je vis ma propre vie. Elle n'est pas ma responsabilité. Elle a été ta femme pendant 8 ans. A été. Passé. Elle a mis fin à ça quand elle a décidé que je n'étais pas assez bien pour elle. Sa mère a commencé à pleurer. De vrais sanglots. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-lui juste assez pour couvrir quelques mois le temps qu'elle trouve une solution. 10 000 euros, 5 000 euros, n'importe quoi. Non. Pourquoi pas? Tu as eu la même somme de la vente de la maison. Tu as les moyens. Parce qu'à la seconde où je lui donne de l'argent, je deviens son plan B, son filet de sécurité, le type vers qui elle peut courir quand elle merde. Ça n'arrivera pas. Donc, tu vas juste être cruel? Je vais être intelligent. Bonne nuit. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro aussi. Dernière mise à jour, 1 semaine plus tard. Cette semaine passée a été absolument folle. La couverture médiatique de l'arrestation de son ex a dominé les médias locaux. Chaque jour apportait de nouveaux détails. Plus de victimes se manifestaient. Apparemment, il faisait ça dans 3 villes différentes depuis 5 ans. L'estimation totale de la fraude dépasse maintenant les 2 millions d'euros. Le nom de mon ex-femme est apparu dans un article comme l'une des victimes. Ils n'ont pas utilisé son nom complet, juste ses initiales, mais assez de gens dans notre cercle social le savent. Son Facebook est passé en privé. Son Instagram a disparu. Sa meilleure amie m'a envoyé un nouveau message.
Elle fait une dépression nerveuse. Elle ne mange plus, ne dort plus, elle pleure toute la journée. Ses parents ont peur qu'elle se fasse du mal. J'ai transféré le message à sa mère avec une note, si elle est en crise, s'il vous plaît, faites-lui avoir une aide professionnelle. Je ne peux pas être cette aide. Sa mère n'a pas répondu. Il y a 2 jours, mon frère a appelé. Tu fais le buzz sur des groupes Facebook locaux. Apparemment, quelqu'un a posté sur la situation. Comment mon ex-femme m'a quitté pour cet escroc, a tout perdu, et maintenant je refuse de l'aider. Les commentaires étaient partagés. La moitié disant que je suis sans cœur. L'autre moitié disant qu'elle a fait son lit et doit se coucher. Je n'ai pas participé. Je n'ai pas commenté. J'ai juste laissé les gens parler. Puis hier, j'ai reçu un email de mon ex-femme. Objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai failli le supprimer. La curiosité a gagné. C'était long, des pages entières sur à quel point elle était désolée. Comment elle avait fait la plus grande erreur de sa vie en me quittant. Comment elle n'avait pas reconnu ce qu'elle avait jusqu'à ce que ce soit parti. Comment elle donnerait tout pour revenir en arrière et faire des choix différents. Puis est venu le vrai but. Elle avait besoin de 8 000 € pour éviter la faillite. Est-ce que je considérerais cela comme un prêt? Elle me rembourserait 500 € par mois. Elle avait tout prévu. Je suis resté assis avec cet email pendant 1 heure. J'ai pensé à nos 8 années ensemble, les bons moments, les soirées tranquilles, les projets qu'on avait faits. Puis j'ai pensé à elle me disant qu'on s'était mariés trop jeune. Son visage sur ses photos Instagram avec lui. Sa mère me disant que je devrais me battre plus fort. Elle supposant que je serais juste là à attendre si les choses ne marchaient pas. J'ai répondu par une seule ligne, je te souhaite le meilleur, mais je ne peux pas t'aider. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai supprimé son adresse email de mes contacts. J'ai créé un filtre pour archiver automatiquement tout ce qui vient d'elle. Son père s'est présenté à mon appartement ce soir-là. J'ai regardé par l'œilleton alors qu'il frappait pendant 5 minutes, puis il a laissé une note sous ma porte. La note disait, « Je sais que tu es en colère. Tu as tous les droits de l'être, mais elle se noie. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, elle ne mérite pas ça. S'il te reste un peu de compassion, reconsidère ta décision. Appelle-moi. » J'ai jeté la note. Ce matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de divers numéros. Tous des gens liés à elle essayant une dernière poussée coordonnée pour me faire céder. Je n'ai écouté aucun message vocal, j'ai juste bloqué les numéros. Voici la chose que tout le monde semble manquer. Je ne refuse pas d'aider parce que je suis amer ou que je veux me venger. Je refuse parce qu'aider serait la pire chose que je pourrais faire. Elle doit affronter ça. Tout ça. La dévastation financière, l'humiliation, les conséquences d'avoir fait confiance à un escroc plutôt qu'à son mariage stable. Si j'arrive avec de l'argent, elle n'apprend rien. Elle apprend juste qu'elle peut détruire sa vie et que quelqu'un nettoiera toujours le bazar. Mon psy, oui, j'ai commencé à voir quelqu'un après le divorce, dit que je pose des limites saines, que je ne suis pas responsable de réparer des problèmes que je n'ai pas créés. L'atelier de menuiserie a été mon refuge. J'ai fini une commande pour une table basse cette semaine, 1 800 €. Le client veut que je construise des tables d'appoint assorties le mois prochain. Mon carnet de commandes est plein pour 6 semaines maintenant. J'ai commencé à aller à une soirée jeux de société dans un café local. J'ai rencontré des gens sympas qui ne savent rien de mon drame de divorce. C'est rafraîchissant. J'ai vu brièvement l'Instagram de mon ex avant qu'elle ne disparaisse. Sa dernière publication était une citation sur le fait d'apprendre qui sont vos vrais amis dans les moments difficiles et de découvrir le vrai visage des gens. L'ironie lui échappait complètement. Sa mère a laissé un dernier message vocal hier. J'espère que tu peux vivre avec toi-même. J'espère que tu es heureux de la regarder souffrir. J'espère que le karma te trouvera. Honnêtement, je dors bien. Je ne suis pas heureux qu'elle souffre, mais je n'en suis pas responsable non plus. Elle a choisi de quitter notre mariage. Elle a choisi d'ignorer les signaux d'alarme concernant son ex. Elle a choisi d'investir de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a choisi de s'impliquer financièrement avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. C'était ses choix. Les conséquences sont les siennes aussi. Je suis juste un gars qui construit des meubles maintenant. J'ai un rendez-vous client demain pour un bureau sur mesure. Un autre qui demande des placards de cuisine. Il s'avère qu'il y a pas mal d'argent là-dedans si on est bon.
Je pourrais commencer à donner des cours de menuiserie pour débutants à l'atelier. Le propriétaire m'a demandé d'y réfléchir. La vie n'est pas parfaite. Certains jours, le fait d'être marié me manque. Avoir quelqu'un avec qui partager le dîner me manque, mais marcher sur des œufs ne me manque pas. Me demander si je suis suffisant ne me manque pas, être le second choix de quelqu'un ne me manque pas. La maison que nous partagions a été vendue à un jeune couple avec un bébé. Ils m'ont envoyé une photo de la table de cuisine que j'avais rénovée. Elle est maintenant dans leur salle à manger avec une chaise haute installée devant. Ils ont dit qu'ils adoraient le fait qu'elle vienne avec la maison. Je ne leur ai pas dit que je l'avais construite. J'ai juste dit que j'étais content qu'elle ait trouvé un bon foyer. Quant à mon ex-femme, j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. J'espère qu'elle apprendra de cela. Mais je ne ferai pas partie de ce voyage. J'ai des meubles à construire et une vie à vivre. C'est suffisant pour moi.